Direct, il est 13 h. Bonjour, je suis Rachel Brunet, je suis la rédactrice en chef du Petit Journal New York. Et je suis ravie de vous retrouver donc, dans notre nouvel épisode du Petit Journal de 13 h, donc notre émission hebdomadaire que nous avons lancée en mars, au début de la pandémie, en partenariat avec OMIS, donc l'application des francophones des États-Unis. Donc, chaque semaine, eh bien, nous recevons des experts, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des artistes, des politiques, des femmes et des hommes qui constituent la communauté francophone de New York et des États-Unis. Et ensemble, eh bien, nous parlons d'un sujet semaine différent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux qui concerne tout le monde, à savoir les vacances. Et pour parler des vacances, donc en pleine pandémie, parce que le Covid est toujours là malheureusement, eh bien, je suis ravie de recevoir Lorraine Hamilton, qui est guide touristique à New York et qui est aujourd'hui donc en direct depuis la Virginie. Bonjour Lorraine. Bonjour Rachel. Ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet très sérieux. Et comme je l'annonçais donc durant la semaine via les articles, eh bien, nous allons parler des vacances. Que faire quand on est new-yorkais pendant l'été? Où aller sans tomber dans les sujets trop classiques qui sont sympathiques au demeurant, mais on avait envie aujourd'hui de faire découvrir à nos auditeurs d'autres destinations autres que les Hamptons, Fire Island, les plages de New Jersey ou les Catskills. Et avec Lorraine, eh bien, nous allons parler d'autres États, pas très loin de New York, à quelques heures de route, pour se dépayser, pour penser à autre chose que la crise sanitaire. Donc, déjà, Lorraine, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, donc, effectivement, nous sommes en pleine crise sanitaire, le virus est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Donc, quelle que soit la destination que l'on vise, quels sont les conseils à suivre avant de partir en vacances? Alors, la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que ces vacances-là ne vont pas ressembler à des vacances ordinaires, puisque, comme vous l'avez dit, Rachel, on est en contexte de Covid, donc il y a de nombreuses restrictions, que ce soit au niveau des endroits ouverts. Pour ceux qui sont ouverts, la règle numéro 1, c'est de porter le masque, de respecter la distanciation sociale. Et ça, j'ai envie de dire, quel que soit le degré de chaque État. Donc, on va passer en revue quelques États et je vais pouvoir être un petit peu plus spécifique sur les contraintes à avoir à l'esprit. Mais masque plus distanciation sociale reste de rigueur, peu importe où on va en fait. D'accord. Donc, alors, on va se dépayser. Lorraine, on va partir dans un premier État. On va prendre la direction de l'État du Massachusetts, qui n'est pas très très loin de l'État de New York. Donc déjà, quelles sont les restrictions dans cet État? Pardon? Quelles sont les restrictions dans l'État du Massachusetts? Alors, dans le Massachusetts, techniquement, la restriction, c'est la quatorzaine. Donc, c'est-à-dire que c'est une destination où, si vous décidez d'y aller, ça se prête plutôt à des familles qui voudraient faire vacances et télétravail. Donc, par exemple, une famille qui a passé les 3 derniers mois à New York et qui a décidé de s'extraire de la ville. L'idéal, ça serait de louer une maison, de respecter la quatorzaine et ensuite de prendre les 10 derniers jours, les 14 derniers jours pour faire du tourisme. Donc, c'est un État qui a beaucoup plus de restrictions que, par exemple, le Maine ou la Virginie, dont je parlerai plus tard. D'accord. Donc, quels sont vos conseils pour découvrir le Massachusetts? Déjà, c'est à combien d'heures de route de New York City? Et une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, l'idéal, donc dans le Massachusetts, moi j'aime beaucoup Cape Cod. Il faut savoir que en fait, la pointe sud, un endroit qu'on appelle Chatham, c'est à peu près 5 heures de route. Donc, il faut compter 5 heures de voiture jusqu'à Cape Cod. Et en fait, ce qui est bien à Cape Cod, c'est que vous avez, peu importe où vous êtes facilement à 1 heure de distance d'endroits sympathiques. Donc, moi, je commencerai par la pointe nord de Cape Cod qui s'appelle Provincetown, qui est une des premières colonies anglaises qui notamment a reçu le Mayflower. Moi, je recommande de commencer par Provincetown, puisque c'est une ville qui est vraiment atypique de par son histoire, mais également de par sa population aujourd'hui, puisque vous y trouvez des familles, vous y trouvez également toute une communauté gay. Pour la petite anecdote, vous pourrez découvrir le Atlantic House, qui est le premier bar gay
des États-Unis. Beaucoup de galeries d'art. Alors, il faut savoir que ces galeries d'art, certaines sont ouvertes, d'autres sont disponibles sur rendez-vous. Elles se sont même constituées un collectif virtuel. Vous pourrez toujours vous balader dans cette ville qui est vraiment charmante puisque vous avez un phare, vous avez un monument dédié aux premiers pèlerins en fait, et vous avez des plages. Donc, c'est un bon mélange entre plage, architecture et histoire. Donc, une fois que vous aurez, on va dire, arpenté Provincetown, je vous recommande de visiter quelques vignobles. Et non loin de Provincetown, vous avez la distillerie Truro, où vous pouvez vous asseoir et déguster un rosé, un verre de vin blanc. Pour renseigner, ils ont des tables en fait dehors qui sont ouvertes, donc c'est ça qui est génial. Et vous pouvez manger un bout, boire un verre de vin à l'air libre. Donc évidemment tout en respectant la distanciation sociale. Donc ils se sont organisés pour ça. Non loin de ce vignoble, vous avez un endroit qui s'appelle Cape Cod National Seashore. Et alors là, pour le dépaysement et éviter le contact humain, c'est parfait, puisque ce sont des plages de sable fin à perte de vue. C'est un domaine protégé. On peut notamment y voir des phoques. Moi, quand j'y avais été, j'avais eu la chance de voir des phoques nager. C'est assez bien aménagé puisque vous garez dans le parking et ensuite vous avez tout un petit chemin en bois que vous suivez. Donc, c'est vraiment super pour se poser, faire un pique-nique. Les vagues sont plutôt importantes, donc c'est pas forcément là où les enfants vont patauger, mais c'est là où on prendra un grand bol d'air frais et la nature est sauvage. Donc, c'est pas des côtes avec des barres d'immeubles. Et puis un peu plus au sud, vous trouverez Chatham. Donc la ville de Chatham est assez sympathique, très style Nouvelle-Angleterre, avec notamment la Lighthouse Beach. Donc c'est une petite plage, la petite plage du phare. Et alors ça, quand on a des enfants, bah, c'est juste génial parce qu'en fait, il n'y a pas de vagues. L'eau est peu profonde, donc ça c'est vous laissez patauger les enfants sur des mètres et des mètres, ils ont pied. Donc ça, c'est vraiment ma pépite en fait de ce coin de Chatham. Et ensuite, vous allez vous prendre une pizza emportée et voilà, vous restez Covid compliant, vous limitez les risques, mais en même temps, vous profitez un petit peu de vos vacances. Et puis un peu plus loin, vous avez deux endroits. Vous avez Yanis. Alors Yanis, c'est un endroit qui est assez connu parce que on avait une des résidences de la famille Kennedy qui est encore habitée par la veuve de Bob Kennedy. Et cette résidence, vous pouvez la contourner en fait. Si vous venez en voiture, vous pouvez la voir, mais vous ne la verrez pas très bien. D'habitude, on prend un bateau pour avoir la meilleure vue. Malheureusement, je ne recommande pas forcément les bateaux. Mais si vous voulez vraiment aller voir la résidence des Kennedy, vous pouvez donc dans le port de Yanis, H-Y-A-2-N-I-S. Et puis un peu plus loin, vous avez la ville de Sandwich. Alors Sandwich, c'est un nom qui vient du comté de Kent en Angleterre. Et à Sandwich, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les jardins du Heritage Museum. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un musée avec des jardins. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le musée pour accéder au jardin. Et ce sont plus de 40 hectares de jardins avec le jardin d'essence, des plantations d'hortensias, de rhododendrons. Vous avez même un manège pour les enfants avec des chevaux de bois. Donc un endroit vraiment charmant que je vous conseille. Et puis si vous voulez faire le musée, il est ouvert. Il y a évidemment la distanciation sociale qui est respectée à l'intérieur, donc masque et distance. Et vous avez une collection de voitures anciennes très impressionnante. Donc si vous avez des fans de voitures, ça peut être une bonne destination. Et puis, quand vous aurez fini donc, tout ce tour de Cape Cod, vous pourrez remonter vers Plymouth, donc la colonie de Plymouth, hein, c'était tout cet ensemble, une des premières colonies anglaises. Et à Plymouth, vous avez ce qu'on appelle Plymouth Plantation. Et en fait, c'est un village reconstitué au bord de l'eau avec des petites huttes, avec des toits de paille. Et puis, vous avez énormément d'activités pour les enfants qui les sensibilisent aux cultures indigènes. Et donc, ce musée à ciel ouvert est ouvert. Et donc, c'est encore une bonne façon de découvrir la région sans forcément s'enfermer dans des endroits clos et donc un endroit ouvert. Donc, l'idée, je pense que quand on voyage actuellement, déjà, c'est de se dire qu'avec la voiture, on peut arriver à voir beaucoup de choses, qu'on doit préparer son voyage en amont.
puisqu'il faut quand même se renseigner. Voilà, je vous ai donné quelques clés avec des endroits qui sont ouverts, mais c'est clair que dans le contexte actuel, il y a des restrictions. Certains endroits sont fermés, certains endroits sont ouverts. Beaucoup demandent des réservations. Donc, ça va sûrement vous demander un petit peu plus de préparation que ce à quoi vous avez l'habitude. Néanmoins, il y a beaucoup de podcasts sur ces régions-là, il y a beaucoup de choses à lire, donc vous pouvez vraiment vous nourrir et finalement voyager de manière un peu différente, en ayant peut-être plus à l'esprit des coins nature que musées enfermés. Donc je pense qu'il y a vraiment, on peut la jouer finement en fait là-dessus. Ça, c'est pour la Massachusetts. Merci Lorraine. Alors si on part beaucoup plus au nord et qu'on prend la direction du nord-est du pays, on arrive donc dans l'État du Maine. Donc c'est un des États qui a été le moins touché en fait par la pandémie. En même temps, c'est un État qui n'est pas non plus très peuplé. Donc quelles sont les restrictions qu'il y a dans cet État? Alors tout à fait Rachel, quand j'ai regardé les chiffres au 16 juin, on était à 2819 cas sur tout cet État-là. Donc c'est un État qui a été relativement épargné. En termes de restrictions Covid, la quatorzaine s'impose, sauf si vous vous êtes fait tester dans les 72 heures avant votre arrivée. Donc, si vous êtes testé à New York, que vous avez des résultats, vous êtes négatif, vous pouvez aller dans l'État du Maine et vous n'avez pas respecté les 14 jours de latence. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? C'est un État qui est très sauvage, qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors moi, je vous conseillerais de commencer par la ville de Portland, qui se trouve à peu près à 5 heures de voiture de New York. C'est une des villes les plus importantes du Maine. C'est également une ville dans laquelle vous avez le quartier de West End, qui est un des quartiers les mieux préservés au niveau de son architecture victorienne. Vous avez également des balades, des promenades que vous pouvez faire au bord de l'eau. Et juste avant Portland, en fait, vous avez une petite plage qui s'appelle Biderford Pool, où il n'y a pas du tout de touristes, c'est des plages de galets. Ça peut être très sympa de commencer par cette petite plage. Il faut savoir que Portland, que le Maine de manière générale, c'est un État extrêmement sauvage avec une côte dentelée, rocheuse. Donc on a des plages naturelles qui ne sont pas urbanisées avec des barres d'immeubles et énormément de parcs naturels. Donc, une fois que vous avez commencé par la ville de Portland, ces petites rues pavées, que vous avez goûté ces fameuses spécialités à base de homard, moi, je vous conseille de prendre la voiture et d'aller jusqu'à l'île de Mount Desert, qui est une île vraiment charmante avec énormément de choses à voir en fait dans ce petit périmètre, puisque vous avez la maison de Marguerite Yourcenar. Donc, si vous êtes fan de littérature, vous avez cette maison qui s'appelle Petite Plaisance, donc vous pouvez passer devant. Aujourd'hui, elle ne se visite pas à cause de Covid, mais vous avez sur le site de ce musée-là une balade virtuelle en fait, pour vous mettre un peu dans l'univers de cet écrivain. Non loin de là, vous avez une petite ville portuaire très sympathique qui s'appelle Bar Harbor. Donc, je vous conseille d'aller pourquoi pas louer un kayak. Il faut savoir que pas mal des compagnies de kayak louent et respectent les mesures d'hygiène. Donc, ça peut être une bonne option aussi si vous voulez faire un peu de sport. Et puis, vous avez le magnifique parc national, le parc Acadia, avec des vues somptueuses sur l'océan Atlantique et sur toute une végétation extrêmement riche. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, un peu plus loin, vous avez Reid State Park. Donc, c'est un parc à peu près à 1 heure de Portland, avec énormément de plages de sable fin. Donc, ce qui est bien, en fait, dans cet état-là, c'est que vous avez la nature qui est omniprésente. Ceci étant dit, beaucoup de parcs nationaux, notamment le Baxter State Park, qui est un parc beaucoup plus au nord de l'État du Maine, demandent des réservations. Et en général, sur leur site, ils indiquent qu'ils demandent d'observer les conditions du Covid. C'est-à-dire que si vous venez de New York, je vous pose la question, est-ce que vous avez respecté la quatorzaine ou alors est-ce que vous êtes fait tester? Donc là encore, il faut quand même planifier en amont son voyage et se préparer. Donc voilà, Baxter State Park, superbe parc. Et puis si vous voulez faire un séjour un peu plus court dans le Maine, plus proche de Portland, vous avez le Maine Wildlife Park,
qui est un parc avec beaucoup d'animaux. Donc ça, c'est plutôt un parc qui conviendra aux familles qui désirent entretenir un peu leurs enfants. Et évidemment, il faudra goûter là-bas le fameux lobster roll. Je crois que le Maine est aussi le fief de l'écrivain Stephen King. Je crois qu'il y Oui, a quelque chose à visiter aussi de Stephen King. donc il y a la maison de Stephen King qui se trouve à peu près à 2 heures de Portland. C'est assez impressionnant parce que quand vous êtes devant la maison, vous avez des grilles en fer forgé avec des chauves-souris. Et vous avez même une compagnie de visite guidée locale qui vous plonge dans l'univers de Stephen King. Donc là aussi, ça peut être sympa de lire des livres de Stephen King, de se mettre dans cet univers du Maine, puisque toutes ces histoires-là, en fait, se passent dans le Maine. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est la ville de Bangor. Si on peut choisir plus une destination au sud, prenons le cas de la Virginie où vous êtes actuellement, d'ailleurs, Lorraine. Donc, puisque vous y êtes, vous allez pouvoir nous expliquer encore plus précisément quelles sont les restrictions en fait qu'il y a dans cet État quand on arrive de notre État. Alors, la Virginie, c'est vrai que c'est un des rares États où il n'y a pas de restriction en termes de Covid. C'est-à-dire que quand on vient d'un autre État, vous n'êtes pas tenu d'effectuer cette quatorzaine. Donc, c'est vrai que c'est un État qui peut être intéressant de ce point de vue-là si vous avez une période limitée pour faire vos vacances. La Virginie se trouve à peu près à 6h30, en tout cas Virginia Beach, là où je suis, on est à 6h30 de New York. Et en fait, c'est un endroit qui a beaucoup d'intérêt d'un point de vue historique, mais également sur tout ce qui est nature, puisque vous avez des parcs nationaux, vous avez des plages, donc ça peut être un très bon compromis. Moi, j'ai plusieurs bons spots en fait que j'ai découverts ici. Alors déjà au niveau des masques, il faut savoir que tout le monde ne respecte pas forcément dans la rue le port du masque. Donc moi, je vous recommande quand même toujours de l'avoir. Mais on voit que il y a moins de restrictions ici en fait. Donc un de mes meilleurs spots que j'ai trouvé, c'est le First Landing Park, où en fait c'est un parc qui est décomposé en deux parties, une partie plage. Donc c'est payant, vous payez 7 $, mais vous avez accès à une plage non urbanisée, non développée, avec beaucoup moins de monde que sur la grande jetée de Virginia Beach. Et de l'autre côté, en fait, vous avez tout un parcours avec des trails. Donc là aussi, si vous êtes une famille et qu'il y en a qui sont plutôt plage, d'autres qui sont plutôt randonnée, observation de la nature, des tortues, des oiseaux, ça peut être pas mal cet endroit parce qu'il y en a un peu pour tous les goûts. La photo que j'ai derrière moi en fond d'écran, c'est Sandbridge en fait. Et c'est une autre réserve naturelle où pareil, on a la plage. Alors là, c'est une plage qui est protégée. Donc, on peut pas s'y baigner, on peut y marcher, mais pas forcément rester. Mais non loin de Sandbridge, vous avez la même plage, mais dedans des habitations. Donc ça, c'est un bon compromis si on veut vraiment s'isoler. Si, par exemple, vous vous dites, moi, j'ai pas forcément envie d'aller dans des rues, je vais vraiment m'isoler. Il y a des maisons qu'on peut louer qui sont au bord de l'eau. Donc, c'est une vue beaucoup plus agréable que la vue de Virginia Beach, parce que Virginia Beach, il faut imaginer une grande promenade, mais beaucoup de bars, des bars d'hôtels, donc qui ne sont pas charmantes. Mais vers Sandbridge, là, vous avez ces jolies plages et juste ces maisons derrière. Donc, beaucoup moins haut, beaucoup plus. C'est un paysage plus harmonieux, on va dire. Donc, la réserve naturelle de Sandbridge que je recommande avec ces parcs. Vous avez la ville de Norfolk avec toute une base militaire également un peu plus loin. Donc, si vous avez des fans d'aviation, d'avions de chasse dans votre famille, alors ça, c'est l'endroit rêvé parce que on entend et on voit des avions de chasse, souvent ils sont deux, en mission. Et donc, c'est un bruit souvent assourdissant. Mais bon, moi, personnellement, dans notre famille, on aime bien. Donc, ça aussi, ça peut être rigolo d'être aussi proche de l'aviation militaire. Et puis non loin de là, vous avez la baie Chesapeake. Chesapeake, en fait, c'est aussi un endroit où on a eu le premier settlement de colons, avec notamment la ville de Jamestown. On a eu les premiers colons anglais qui sont venus au début du XVIIe siècle, bien avant New York d'ailleurs, hein, bien avant les colons hollandais de New York. Et donc, c'est un endroit chargé d'histoire, puisque vous avez beaucoup de villages qui sont reconstitués. Et comme ce sont des villages assez ouverts, ce sont des villages qui se visitent facilement. Et voilà, si on porte un masque, normalement, il n'y a pas de souci en termes
de Covid. Donc voilà, donc vous avez également la ville de Williamsburg, pour la petite anecdote, qui est une ville historique, donc ça n'a rien à voir avec Williamsburg de Brooklyn, mais vous avez aussi une ville historique de Williamsburg qui se visite aussi avec ce musée à ciel ouvert. Donc moi j'apprécie beaucoup mon séjour ici. Je trouve les gens plutôt ouverts, plutôt sympathiques, décontracts. Je connaissais pas du tout la Virginie. Et il y en a un peu, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, avec toutes les ambiances. Donc, oui, je recommande vivement. Et alors, c'est combien d'heures de route depuis New York? C'est 6h30 à peu près. 6h30. Ouais. D'ailleurs, je précise, puisqu'on est en train de parler d'États qui se visitent avec une voiture, que lundi, donc 22 juin, la ville de New York entre en phase 2 de déconfinement, ce qui veut dire que les bureaux vont être réouverts, les activités immobilières vont reprendre, enfin du moins les bureaux immobiliers seront de nouveau ouverts, mais parmi tout ce qui va être réouvert, il y a aussi les entreprises de location de voitures, donc qui est important parce que tout le monde n'a pas une voiture pour partir en road trip. Donc à partir de lundi, on peut louer une voiture dans les compagnies quelconques en fait, de la ville de New York. Donc, pour ceux qui ne veulent pas sortir de l'État de New York, parce que quand même, il faut avouer que l'État de New York a été l'épicentre de la pandémie très vite, en fait, très tôt quand la pandémie a frappé les États-Unis. Mais gage du travail qui a été fait et du confinement, on est un État qui s'est vraiment relevé, qui a vraiment aplati la courbe. Et il y en a qui ne vont pas avoir envie de quitter l'État de New York. Donc, l'État de New York est très vaste. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui souhaitent rester dans l'État de New York? Alors, vous avez toujours les traditionnels, la vallée de l'Hudson, vous avez toujours un peu plus loin Tarrytown, de ce genre d'endroits-là. Mais si vous prenez la voiture et que vous roulez un petit peu plus au nord, vous avez la région des Finger Lakes. Donc, les Finger Lakes, c'est un ensemble de lacs en longueur. C'est pour ça qu'on les a renommés les lacs doigts, en fait, parce que ça ressemble à des doigts. Et donc, ce sont des lacs qui ont été formés, qui datent de l'ère glaciaire. Donc, d'un point de vue géologique, c'est assez intéressant. Et vous avez notamment le lac Seneca Lake, avec tout un parc qui s'appelle le Watkins Glen State Park, qui vous propose 19 cascades, en fait, sur à peu près 3 kilomètres. Donc là, c'est vraiment un des spots que je préfère, puisque vous avez la fraîcheur de l'eau, vous avez le côté rando, et vous êtes toujours sur l'État de New York. Vous avez notamment tout un ensemble de vignobles avec des cépages comme le Riesling, le Chardonnay. Donc, si vous aimez bien le vin blanc, vous pourrez faire de belles dégustations, hein, toujours en se renseignant en amont pour tout ce qui est ouverture et réservation, parce qu'en général, les vignobles demandent des réservations. Vous avez de très beaux jardins, notamment le Sonnenberg Garden, que je recommande. Et puis, comme souvent partout dans des endroits où on est proche de la nature, vous avez les farmers market, hein, des marchés fermiers. Où vous pouvez acheter des produits locaux et puis soutenir l'économie locale qui en a bien besoin. Donc, vous avez aussi un marché qui est assez connu qui s'appelle l'Ithaca Farmers Market, que je vous recommande. Et puis, si vous restez du coup sur une longue période, pourquoi ne pas prendre la voiture et continuer jusqu'aux chutes du Niagara, à la frontière avec le Canada? Là, vous avez des vues impressionnantes sur ces chutes d'eau, ces cascades. Ça peut être l'occasion, du coup, quand vous serez déjà assez au nord, de rester dans l'État de New York. Vous avez également la ville de Buffalo. Bon, comme on est en période Covid, l'idée, c'est quand même de se concentrer plutôt sur la nature et éviter les grosses agglomérations. Tout à fait. Merci Lorraine. Alors, vous êtes guide touristique certifié à New York. Donc, comme toutes les activités touristiques, avec le Covid, vous avez été les premières activités qui ont été vraiment directement impactées. Donc, face à ça, vous avez su rebondir, vous avez su proposer quelque chose de nouveau, en fait, et vous proposer une expérience pour visiter New York derrière son écran. Mais pas n'importe comment, puisque c'est en compagnie d'un personnage célèbre de New York qui s'appelle Annie Moore. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Oui, bien sûr. Donc, en effet, je suis guide touristique avec le site senior.net. Et donc, quand les frontières ont été fermées et quand on n'a pas pu, en gros, visiter New York comme on le faisait d'habitude avec mes clients, j'ai décidé de créer quelque chose vraiment out of the box, comme on dit ici. Une expérience en ligne, en fait, où je fais voyager les gens dans le temps.
et dans l'espace, puisque lors d'une expérience d'une heure, j'incarne un personnage historique, Annie Moore, qui était la première immigrée à être acceptée à Ellis Island à la fin du 19e siècle, donc le 1er janvier 1892. Et à travers les yeux d'Annie Moore, à travers sa vie, à travers ces différentes étapes, les participants découvrent un New York insoupçonné, puisque quand ils visitent New York, ils voient un New York de 2020, mais moi je leur montre un New York qui date de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait c'est un voyage dans le temps, c'est que à travers une histoire et le fil directeur finalement de cette Annie Moore, les participants sont amenés à participer à un jeu de piste, à observer cette prestation théâtrale, hein, puisque en incarnant Annie Moore, vraiment, je me mets dans ses chaussures, dans sa peau, et je parle en son nom, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une expérience assez originale, puisque elle est interactive et les personnes ont vraiment l'impression, les participants ont vraiment l'impression de parler à un personnage sorti du passé. Donc, c'est une expérience en français ou en anglais selon le public. Aujourd'hui, on s'adresse plus à un public français. C'est quelque chose qui s'adresse donc aux touristes. Donc, peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui sont en France. Donc, ça peut les intéresser pour découvrir New York autrement cet été, depuis chez eux, malheureusement. Mais ça intéresse aussi les New-Yorkais, parce que finalement, on peut très bien vivre à New York et pas forcément connaître parfaitement l'histoire de la ville, pas parfaitement connaître l'histoire du quartier où elle habitait, qui était le Lower East Side, je crois. Exactement. Donc, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, mais ça s'adresse aussi aux enfants, ça s'adresse aux adultes, tout le monde. Ça s'adresse à tous les publics, en effet, que vous soyez que vous soyez francophone de France, de Belgique ou de Suisse, ou que vous viviez à New York. En général, ça s'adresse à des enfants à partir de 9 ans, parce qu'il y a des questions sur notamment des énigmes par rapport à la Statue de la Liberté, par rapport à Ellis Island, par rapport à Annie Moore. Donc, il faut, en général, moi, je recommande à partir de 9 ans. Et c'est vraiment un moyen, en fait, de découvrir des anecdotes dont les personnes n'avaient pas idée. Donc, on apprend en s'amusant, en fait. Et souvent, j'ai des familles hein, qui jouent avec moi en étant elles-mêmes séparées géographiquement, que ce soit entre la France, les États-Unis, ou même en France ou au sein des États-Unis. Et c'est un bon moyen aussi de passer un moment convivial. D'accord, merci. Donc, vous travaillez avec C'est New York. Donc, est-ce que déjà vous pouvez raconter un petit peu ce que c'est New York? Oui, bien sûr. Donc, c'est newyork.net. C'est un site spécialisé sur de New York avec tous les conseils sur les passes quand on veut. En gros, quand on a des amis de la famille qui viennent nous voir pendant une semaine, souvent on est un peu pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'on va leur conseiller? Quel est le meilleur plan? Nous, on a en fait toutes ces infos-là. On aide les gens à choisir les meilleures options, à organiser leurs visites. Donc, on propose aussi des visites guidées, on propose aussi des conseils sur les hôtels. Enfin, c'est vraiment une offre assez globale. Et dernièrement, on s'est même agrandi puisque on a développé un site qui s'appelle visito.com où on propose des visites et des expériences insolites en France. Donc, on a mis en fait notre savoir-faire de visites guidées insolites en dehors des sentiers battus au service des francophones qui cet été ne pouvaient pas venir en France et qui du coup ont dû rester. Voilà, on leur propose aussi d'autres services. D'accord. Merci Lorraine. Je suis en train de regarder les questions. Est-ce qu'il y a une auditrice qui nous dit qu'elle a réservé un hôtel dans le Massachusetts et elle se demande si elle va devoir être en quatorzaine? Alors, la règle de la quatorzaine, c'est un peu tricky, c'est-à-dire que c'est un peu délicat dans le sens où, moi, par exemple, quand je suis, parce que j'avais été dans le Maryland avant, techniquement, cette règle, elle n'est pas forcément enforced, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la police qui va arriver, qui va frapper derrière toutes les maisons pour voir d'où vous venez, depuis combien de temps vous êtes là. Donc, il y a un peu un flou juridique. Moi, la meilleure recommandation que je ferais, c'est de demander à l'hôtel s'il n'y a pas de souci et si elles peuvent venir sans faire de quatorzaine. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais qui vont quand même faire leurs courses, par exemple. Quand vous lisez les règles, on dit voilà, quatorzaine, vous devez venir avec toute votre nourriture et puis rester 14 jours dans votre lieu d'hébergement sans jamais bouger. Dans les faits,
c'est pas vraiment ce qui se passe puisque les gens doivent bien aller acheter manger et puis les gens vont bien à un moment donné sur la plage. Donc c'est pas vraiment une régulation qui est imposée strictement. Euh, donc ça dépend un peu de chacun et de votre appétence au risque, on va dire. Mais en même temps, on en appelle au bon sens de chacun. Alors peut-être que le bon sens serait pour chaque personne qui s'apprête à voyager dans un autre État ou même à voyager dans l'État de New York, d'aller se faire tester avant de partir par sécurité en fait. Oui, parce que la règle, c'est ça, c'est que si vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait le Covid ou que vous êtes porteur, techniquement, vous ne devriez pas voyager. Après, c'est la responsabilité de tout à chacun de prendre la décision. Mais quand on lit les règles, elles sont assez claires. Voilà. Et le mot d'ordre de Como, c'est quand même Be Smart. Donc, on se protège, on met le masque, on respecte la distanciation sociale, même si autour de nous, vous verrez des gens en Virginie, sur le bord de la plage, il y avait plein de gens qui n'avaient pas le masque, qui faisaient du roller. Donc, moi, en général, je traversais la promenade et j'allais sur la plage où là, bah, j'avais beaucoup de place. Donc, c'est pas parce que tout le monde ne porte pas le masque qu'il faut faire pareil. Après, voilà, faut se protéger et l'objectif, c'est quand même il faut aussi réapprendre à vivre parce qu'on ne peut pas rester enfermé tout le temps chez soi. À un moment donné, pour la santé mentale, on a besoin de respirer, mais tout en restant safe pour soi-même et pour les autres aussi. Donc, les autres, tout à fait. Je ne sais pas, Lorraine, si vous avez quelque chose à rajouter ou Gabriel, est-ce que tu vois des questions sur Facebook peut-être? Gabriel? Alors, non, oui. Non, j'ai pas de questions sur Facebook. Je sais pas si on l'a évoqué, il y a dans le chat, Béatrice Jousset, mais on en a parlé on a parlé de la quatorzaine. Sur Facebook, on n'a pas de questions. Donc, j'imagine que tout a été très clair. Tout a été très clair. Lorraine, est-ce que vous avez... On a Isabelle Lucier qui nous dit bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Lorraine, peut-être un dernier conseil, quelque chose à dire sur les vacances? Je dirais que de manière générale, le maître mot, c'est vraiment l'anticipation, de bien prévoir ce que vous voulez faire quand vous allez voyager, être un peu raisonnable par rapport à ses attentes, c'est-à-dire que voilà, ce ne sera pas les mêmes vacances que vous auriez passées il y a un an de cela, ça va être différent. C'est quand même d'en profiter puisque voilà, on sort d'une période et on n'est pas encore sorti parce qu'on est encore en phase 2, on rentre en phase 2 sur New York. L'idée, voilà, c'est de réapprendre à vivre tout en respectant les règles. Et donc, voilà, anticiper un maximum, se renseigner sur les sites Internet de différents endroits qui vous intéressent et vraiment privilégier les parcs, les espaces ouverts, se faire du take-out à emporter, donc de plus en plus d'États où vous avez le outdoor dining, ça c'est pas mal. Donc voilà, l'anticipation et puis profiter de ses vacances. Et en voiture, honnêtement, on peut voir beaucoup de choses, même si parfois on peut être tenté peut-être de descendre dans un endroit, s'il y a trop de monde, et ben tant pis, vous descendez pas, vous restez en voiture et vous trouverez un endroit avec un peu moins de monde plus tard. Merci Lorraine. Alors j'ai quelqu'un qui me demande quel permis il faut présenter pour louer une voiture quand on est résident à New York. Alors je pense que c'est le permis américain, mais peut-être que selon le délai depuis quand on est ici, on peut présenter un permis international, je ne sais pas. Alors, sauf erreur, quand je m'étais renseignée sur ce point, quand on est résident américain et que ça fait plus de 3 mois qu'on est sur le sol, en tout cas à New York, que ça fait plus de 3 mois qu'on est à New York, on est censé passer son permis américain. C'est-à-dire que s'il y a un problème, un accident, potentiellement la compagnie d'assurance pourrait vous embêter par rapport à ça. La règle, c'est ça. Après, il y a beaucoup de compagnies de location de voitures qui sont peu regardantes et qui vont pas forcément vous refuser. Mais si on regarde les textes, il y a quand même une histoire de délai de 3 mois, je crois. Par contre, quand on est touriste, là, on peut utiliser son permis français. D'accord. Merci Lorraine. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question. C'est le moment de la mettre dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou pas. Bon, bah, écoute.
Il y avait vraiment beaucoup d'informations et chaque État est très différent et les États-Unis sont vraiment très riches. On a de la chance de vivre ici. Tout à fait. Très bien. Gabriel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas du tout. C'était très clair. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci à Lorraine de nous avoir éclairci sur comment respirer en cette période compliquée. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, avec plaisir Lorraine. Je vous souhaite une bonne journée et donc n'oubliez pas que la ville de New York entre en déconfinement lundi et qu'on va pouvoir retourner au bureau, qu'on va pouvoir louer une voiture, louer un appartement, faire plein de choses comme on faisait avant, tout en gardant donc on va pouvoir retourner dans les magasins si les magasins vont réouvrir. Depuis le 8 juin, ils étaient ouverts pour le pick-up exclusivement. Là, on va pouvoir aller dans des boutiques, faire ses achats à peu près de la même manière dont on faisait avant, en sachant que les magasins vont accueillir plus que 50% de la capacité par rapport à avant, mais avec une obligation de porter le masque, bien évidemment, et de rester à 2 mètres des autres personnes. Voilà, et aussi les restaurations d'extérieur vont pouvoir accueillir donc, des clients sur les terrasses. Voilà, donc on reprend un petit peu goût à la vie avec le soleil et l'été qui arrivent ce week-end, tout en restant intelligent et en faisant attention aux autres et à soi. Voilà, je vous remercie. Merci Lorraine pour nous avoir apporté autant d'informations. Merci Gabriel pour nous avoir accueillis. Merci à nos auditeurs et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bel été. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.